Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global. Et on retrouve Marie Alénou pour l'enquête de Rue 89. Bonjour Marie. Bonjour Florian. Alors cette semaine, tu vas nous parler de la politique économique de la métropole avec un chiffre pour commencer. Lyon n'est plus la ville la plus attractive de France. Et oui, en 2023, pour la première fois, Lyon se classe seulement deuxième de l'étude menée par le cabinet de conseil Arthur Lloyd. Elle avait occupé le premier rang pendant 6 ans. Alors, est-ce que c'est la faute aux écolos ? Si on regarde dans le détail, c'est plutôt la hausse des prix de l'immobilier qui fait chuter Lyon dans le classement. Par contre, les écologistes sont clairs sur un point, ils ne veulent pas d'une ville de cadres. Autrement dit, ils ne veulent pas que l'économie lyonnaise soit portée uniquement par de grandes entreprises, nationales ou internationales, qui viendraient installer leurs bureaux à Lyon. Eux, ce qu'ils veulent, c'est plus d'artisanat, d'économie sociale et solidaire, ou même de petites industries dans l'agglomération. Et en cela, il se différencie de Gérard Collomb. Oui, l'ancien maire de Lyon et président de la métropole misait particulièrement sur ces grands groupes pour l'attractivité de la ville. Il rêvait de faire de Pardieu un quartier d'affaires avec une skyline de grands immeubles de bureaux. C'est aussi lui qui a complètement transformé le quartier de la Confluence pour en faire une nouvelle vitrine économique de la ville. Il y avait installé les sièges de JL Events, Eiffage, GDF Suez ou encore Le Progrès. Les écologistes, eux, tentent de faire autrement. Pour garder l'exemple de la Confluence, ils espèrent bien aussi en faire leur vitrine. Dès 2020, les écolos ont mis leur grain de sel dans la rénovation du quartier qui est toujours en cours. Au-delà d'y avoir mis plus de logements sociaux, ils ont aussi baissé les prix de certains locaux commerciaux. L'objectif, c'est de les rendre accessibles pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de l'artisanat ou bien des commerçants locaux. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Un autre outil qu'ils utilisent particulièrement, qu'ils affectionnent, c'est l'urbanisme transitoire. L'urbanisme transitoire, c'est le fait d'utiliser temporairement des friches en attendant qu'elles soient rénovées. Les écologistes vont y consacrer 10 millions d'euros sur leur mandat. Pour eux, ça remplit 2 objectifs. D'abord, un objectif écologique, puisqu'ils utilisent un espace vacant. Et c'est aussi un moyen d'aider des artisans à se lancer, parce que les loyers y sont moins chers. Pour l'instant, on compte une 40aine de sites d'urbanisme transitoire sur la métropole. Par exemple, à Villeurbanne, nous avons visité l'étape 22D. Ce tiers-lieu dans le quartier de la Soie accueille une petite usine à vélo ou encore une plateforme de tri de déchets. Mais ces expérimentations, elles ont leurs limites. Pour l'instant, les sites d'urbanisme transitoire sont plutôt situés en périphérie de Lyon et pas vraiment en cœur de ville. Ça peut pénaliser des artisans et ça ne renouvelle pas vraiment les activités de la ville-centre. Et une autre question se pose. Une fois la friche rénovée, où vont aller ces artisans et ces petites industries ? Ils vont devoir retrouver des locaux dans l'agglomération, mais la place se fait assez rare. Car tout ça, ça se décide dans le plan local d'urbanisme. Les écologistes en ont fait une modification en 2022, et dedans, ils ont bien sanctuarisé les espaces dédiés aux activités productives, c'est-à-dire que ces espaces ne pourront pas être transformés en bureaux ou en logements. Par contre, ils n'en ont pas créé de nouveaux. Et la transition écologique, dans tout ça, un des objectifs de la métropole est de rendre l'économie lyonnaise plus vertueuse pour l'environnement. C'est un vaste sujet et je vous propose de prendre un exemple plus précis, celui du transport de marchandises, un secteur qui est particulièrement émetteur en gaz à effet de serre. On en a beaucoup parlé début 2024 car la région et l'État sont enfin arrivés à un accord pour financer les études du Lyon-Turin. Ce projet doit permettre de développer le transport de marchandises par train entre l'Italie et la France. Les écologistes de la métropole de Lyon, eux, y sont opposés car ils estiment que l'impact environnemental des travaux est trop grand. Pourtant, ils ont quand même mis la main au portefeuille pour financer ces études, avec une idée derrière la tête, le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, qu'on appelle aussi le Céphale. Ce projet date de 2001 et il devrait profiter de l'argent réuni pour le Lyon-Turin pour financer des études sur son tracé. Le Céphale doit passer à l'est et au nord de Lyon pour y faire circuler des trains de marchandises, car pour l'instant, ils sont obligés de passer par Lyon-Pardieu et ça met un peu le bazar dans le trafic. Les écologistes veulent à tout prix voir le Céphale se concrétiser, car s'il ne se fait pas, le fret ferroviaire aura bien du mal à se développer dans l'agglomération. Et les écologistes misent aussi sur le transport fluvial. Avec ces 2 fleuves qui mènent directement à la Méditerranée ou qui viennent du nord-est, Lyon a totalement le potentiel pour développer le transport fluvial. C'est une solution écologique, car un bateau pourrait remplacer jusqu'à 150 poids lourds. Pour décharger des marchandises à Lyon, il y a le port Édouard Herriot et il y a un site de débarquement en centre-ville. C'est encore trop peu pour généraliser ce mode de transport.
En 2019, 6 millions de tonnes de marchandises ont été transportées par bateau sur le bassin Rhône-Saône et seulement 4,9 millions en 2022. Le secteur a du mal à se remettre de la crise sanitaire. Alors on a parlé de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas la seule pollution qui inquiète. À Lyon, on parle beaucoup des perfluorés rejetés par les industriels de la vallée de la chimie. C'est le scandale qui secoue la métropole de Lyon depuis 2022, les perfluorés, qu'on appelle vulgairement des polluants éternels. Je ne m'essayerai même pas à prononcer le nom scientifique des perfluorés. Ces polluants éternels ont été retrouvés dans les sols, les eaux, les œufs, les légumes ou même les organismes des habitants du sud de Lyon. Le principal responsable de ces rejets serait l'usine Arkema, mais ce n'est pas la seule à être à l'origine de pollution dans la vallée de la chimie. En 2018, l'usine Chem1 à Saint-Fond avait rejeté du chlore dans l'atmosphère et attendu près de 8 heures avant de le signaler au service de l'État. C'est nos confrères de Médiacité qui l'avaient révélé. Et ces pollutions, ça doit bien embêter les écologistes de la métropole. Évidemment, avoir des industries très polluantes sur leur territoire, ça ne leur fait pas plaisir. Pourtant, il leur est difficile de faire sans. À elle seule, la vallée de la chimie emploie plus de 50 000 personnes. Leur position est alors assez inconfortable. D'un côté, ils se montrent plutôt critiques face aux industries. La métropole souhaite même tenter une action en justice, mais attend pour cela des données plus précises sur l'étendue de cette pollution. D'un autre côté, l'exécutif ne veut pas chasser les industriels de la vallée de la chimie. Leur logique est simple, il vaut mieux imposer des normes environnementales à des industries ici, sur notre territoire, plutôt qu'elles aillent polluer à l'autre bout de la planète. Mais en réalité, la métropole ne peut pas faire beaucoup plus, car c'est surtout l'État qui peut contraindre les industries et la justice qui peut les sanctionner. Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global. Et pour continuer après cette chronique de Marie Alénou de rue 89, nous recevons Emeline Baume, première vice-présidente de la métropole de Lyon, déléguée à l'économie et au commerce. Bonjour Emeline Baume. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors effectivement, quand on pense aux liens qui unissent métropole et écologie, on pense spontanément aux questions liées au cadre de vie, à l'urbanisme, aux mobilités, au transport. Mais pour adapter un territoire aux enjeux de l'Anthropocène, il convient aussi de transformer son tissu économique, commercial, industriel, comme tout ce qui a été dit juste avant. Alors c'est quoi la vision de l'économie d'une métropole écologiste en sortant du débat un petit peu peut-être caricatural de croissance et de décroissance ? Alors, la vision d'écologistes qui sont en situation de responsabilité sur un grand territoire qui comprend énormément d'entreprises petites et moyennes et une très forte hétérogénéité, contrairement par exemple à un territoire comme Toulouse. On est sur un territoire qui n'a jamais été dépendant d'une seule et unique industrie, en tout cas ces 30 dernières années, c'est important de l'avoir en tête. La vision, c'est d'arriver à tenir 3 bouts, 3 impacts essentiels. Un impact que vous avez cité spontanément, la question de la décarbonation, de respecter les limites planétaires, le vivant, etc. Donc d'accompagner l'ensemble des entreprises à se transformer pour, en gros, être sobre et efficace en eau, énergie, matière, matériaux, mais aussi respecter à minima la réglementation au sujet des pollutions. Donc ça, c'est tout le pilier carbone, climat, vivant. Pour cela, on a toute une série d'éco-incitations et d'accompagnements. De l'autre côté, il y a le volet social, parce qu'effectivement, c'est super de tirer des pistes cyclables, c'est génial de planter des arbres et c'est vital. Ceci étant dit, les hommes et les femmes que nous sommes en France et en Europe, nous avons toutes et tous besoin d'une forme de rémunération légale, j'ai envie de dire, qui la plupart du temps passe par du salariat. Il y a des hommes et des femmes qui sont des figures d'entrepreneurs et qui entreprennent. Il y en a qui sont dans les services publics, mais la plupart des hommes et des femmes sont salariés. On a besoin d'avoir un travail, une vie professionnelle le plus épanouissante possible. Et c'est important de le dire puisque l'enseignement de la crise sanitaire a été, voilà, il y a un peu plus d'hommes et de femmes en reconversion pro et de jeunes qui cherchent du sens, donc qui ont envie de mettre leur talent et leur expertise dans des organisations qui sont impactantes, donc qui s'inscrivent dans une économie à minima contributive, si ce n'est régénérative. Et le troisième pilier,
Donc le pilier du social, c'est la question de l'emploi, avec la diversité des emplois, en réponse à ce que votre collègue a dit tout à l'heure sur la tertiarisation de l'économie. Voilà, on a toutes et tous en tête que tout le monde n'est pas chef de projet informatique. Le dernier sujet, c'est la question de la coopération. Comment on intensifie, comment on accompagne la coopération au sein des chaînes de valeur, donc entre co-traitants, sous-traitants, pour garder la valeur sur le territoire. Comment on coopère aussi avec les territoires voisins. On arrête de manger leurs terres agricoles, mais on arrête aussi de manger leurs talents. Et donc, comment, avec l'Agence de développement économique de la région lyonnaise, on positionne correctement les entreprises, en particulier productives, qui sont en croissance. Donc, la vision des écologistes sur ce territoire, c'est d'accompagner ce que l'on appelle, et qui peut donner lieu à débat, l'économie à impact, avec un maître mot qui est la transformation. Voilà. Alors, on va revenir sur tous ces piliers tout au long de cet entretien. Mais pour continuer notre première question introductive, aujourd'hui, il y a plusieurs termes qui sont dans le débat, un débat sémantique entre adaptation, transition, bifurcation, redirection. Transformation. Eh oui, effectivement. Alors aujourd'hui, est-ce que l'économie de la métropole de Lyon, c'est plutôt une économie d'adaptation, de transition, de bifurcation, de redirection ou de transformation, du coup ? L'économie du territoire ici, elle est plurielle. Moi, je préfère parler des hommes et des femmes. Et par ailleurs, on le sait très bien, il y a un sujet aussi du positionnement des investisseurs, que ce soit des poules bancaires ou d'autres groupes d'investisseurs. Les hommes et les femmes du territoire qui entreprennent, qui sont, comme on dit dans le jargon, capitaines d'industrie, entrepreneurs, quel que soit le statut, qu'on soit en ESS ou pas, ce sont des hommes et des femmes qui s'inscrivent pour la plupart, dans des logiques contributives et ou de régénération. J'ai en tête, parce que c'était hier soir, celles et ceux qui ont suivi les 2 conventions des entreprises pour le climat. Il y en a une 3e qui s'ouvre dans quelques semaines et il y en a une spécifique au bâtiment. Je pense à celles et ceux dans le Val-de-Saône qui ont vécu avec moi une expérience de démarche autour de l'économie régénérative. Ce sujet de carbone vivant et social, il parle à énormément d'entrepreneurs. La question, en fait, c'est plutôt le pas de temps. C'est de se dire, voilà, je pivote en tant qu'entrepreneur, je fais pivoter mon outil productif, je fais pivoter mon modèle d'affaires à horizon 2030 ou à horizon 2035. Le débat, il est là, en fait. Et c'est pour ça que j'ai cité les investisseurs, c'est à quel rythme les pouvoirs publics et les investisseurs peuvent, pour le coup, il y a un sujet d'accélération, accélérer le pivot des entreprises. Et à titre personnel, je n'utilise que très rarement le jargon de la transition, et c'est pour ça que je parle de la transformation, parce qu'on part du réel avec la volonté des organisations, des salariés, des OS, des dirigeantes et dirigeants, pour aller là où est leur priorité. Il y en a pour qui la priorité tout de suite, c'est l'abaissement de l'empreinte matérielle. Il y en a pour qui l'urgence, c'est plutôt le volet social, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent pas garder des seniors, par exemple. Ils se rendent compte qu'ils n'accueillent pas de stagiaires de 3e. Ils se rendent compte que leurs salariés, ils vivent très très loin. Donc on a mis en place un outil qui s'appelle Quel Impact, qui permet de regarder à 360 degrés la position de l'organisation, que ce soit une association ou une PMI. Et en fonction de là où c'est le plus rouge, en gros, on les accompagne. J'insiste sur la transformation. Et comment vous les accompagnez dans cette transformation ? On les accompagne avec du temps homme, temps femme. Il faut le dire, les services publics, ce sont des hommes et des femmes à la métropole de Lyon. Il y a des développeuses et des développeurs économie. Il y a des chefs de projet économie circulaire. Il y a des chefs de projet par filière. Donc, c'est des vrais gens dans la vraie vie qui vont dans les boîtes avec moi, qui vont dans les entreprises et qui écoutent. C'est hyper important, cette écoute, plutôt que justement de lister, faire que du tableur Excel et dire vous êtes là, vous devez aller là. Donc, c'est de l'accompagnement et derrière, c'est de l'éco-incitation. Donc, c'est de l'aide à l'investissement à partir du moment où l'organisation, l'entrepreneur s'est mis en mouvement et a levé le doigt sur des sujets énergie, eau, matière, matériaux ou alors sur des sujets inclusion, justice sociale. J'ai une question très concrète. Vous avez mis en place un fonds d'amorçage industriel métropolitain avec la métropole de Saint-Étienne. Ça vise à aider notamment les industries qui ont un projet plus vertueux envers l'environnement. Est-ce que vous avez atteint votre objectif qui était de 80 millions pour ce fonds ? Et est-ce que vous avez des exemples concrets de réalisation sur des entreprises ? Alors, le 80 millions, j'ai envie de dire, on s'en fiche, parce que là, c'est aller chercher de l'argent privé pour abonder le fonds. Donc, de mémoire, on n'est pas complètement à 80 millions, mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est plutôt combien de jeunes entreprises productives on a réussi à accélérer. Et là, pour le coup, on en est à 9 de mémoire, dont une seule sur le territoire de Saint-Étienne Métropole. On avait souhaité politiquement, on a toujours ce souhait politiquement de le faire
ensemble parce que c'est important de coopérer. Donc on a un sujet à plus et mieux travailler le sujet côté Saint-Étienne Métropole. Le contexte politique ne le permet pas vraiment. C'est pas une question de non-partenariat entre les hommes et les femmes, vice-présidente et président. C'est une question de sourcer les boîtes correctement et ils sont dans un contexte particulier. Et le deuxième sujet, c'est effectivement d'aller plus et mieux. Par exemple, dans les cas précis, on a accompagné Maltivore, qui est une entreprise que vous pouvez connaître, qui valorise la drèche de bière, voilà, pour faire de la farine, pour faire très simple. Mais on a aussi fait le choix de rentrer, parce que c'est ça, en fait, un fonds d'amorçage industriel, de rentrer au capital d'une entreprise qui accompagne les femmes qui ont besoin d'une prothèse suite à un cancer du sein. Et pour le coup, la prothèse, c'est de la régénération avec les propres tissus de la femme en question. C'est pour citer 2 exemples très différents. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est forcer un peu plus sur la filière bâtiment. J'ai en tête des entreprises qui sont au-delà des limites administratives de la métropole sur le sujet du chanvre et de la paille, et on en a grand besoin pour abaisser l'empreinte matérielle de cette filière. Donc pour l'instant, en fait, il répond à nos besoins pas suffisamment en termes d'accompagner plus d'entreprises. Parce que 9, nous, on aimerait bien, à la fin de l'année 2024, être à 12 ou 15. Et si vous accompagnez ces jeunes entreprises qui sont plutôt en phase, clairement, avec la politique métropolitaine, comment est-ce que ça se passe avec des entreprises, des organisations qui pourraient être plus récalcitrantes ? Alors, d'abord, on est peut-être une équipe formidable, mais on reste une équipe modeste, quand bien même il y a des agents du service public avec nous. Donc, on ne voit pas tout le monde. C'est important quand même de l'avoir en tête, c'est-à-dire que nécessairement, on peut émettre l'hypothèse que celles et ceux qui nous envoient un mail, nous attrapent sur LinkedIn, nous croisent dans des soirées à Lyon et ailleurs. Ce sont des hommes et des femmes, des entrepreneurs et entrepreneureux qui ont envie d'agir. Celles et ceux qui polluent et qui ne se posent pas la question ni du vivant, ni de l'impact social, éventuellement peut-être on ne les voit pas. Ça, c'est mon premier élément de réponse. Après, quand on CF le cas des perfluorés, quand on est en face d'une organisation, d'une entreprise qui fait fi de la réglementation, parce que là c'est de la réglementation environnementale, quand bien même nous ne sommes pas les gendarmes de l'environnement, la métropole de Lyon, forcément on se décarcasse d'une façon ou d'une autre, d'abord 1 pour leur signifier, 2 pour tenter de l'accompagnement et 3 pour aller chercher les services de l'État déconcentrés pour faire les choses. Moi j'ai plus en tête des cas d'entreprises qui lèvent le doigt sur un objet, souvent plutôt sur le sujet des carbos, parce que la décarbonation, c'est relativement consensuel, comme ça à l'oral, parce qu'après, quand on descend finement dans le process productif, c'est autre chose, et qui, à mon contact, se rendent compte que finalement, le premier des pas extrêmement positifs qu'ils pourraient faire, c'est accueillir un jeune. J'insiste sur les stages de 3e, parce que c'est, à force de parler en fait des enjeux climatiques, on en oublie qu'on est sur un territoire avec de très fortes inégalités sociales, des inégalités qui croissent, et une des premières inégalités, c'est le contact avec le monde professionnel, et c'est ce qu'on appelle les fameux stages kebab. Et donc une de mes responsabilités avec mes collègues, bien entendu, c'est quand même aussi en hyper proximité de permettre à des jeunes qui n'ont pas de réseau, grâce à leurs parents et leur entourage personnel, de découvrir des univers professionnels vers lesquels ils ne se seraient jamais tournés, et ça compte infiniment pour l'orientation. Donc je reviens sur mon cas d'usage. Je pense par exemple à une entreprise d'extincteurs qui fait de la remanufacture et du réusage d'extincteurs. Je peux les citer, c'est des hôtels, j'ai découvert ça, ils sont HSE. Franchement, c'est génial ce qu'ils font en termes d'abaissement de l'empreinte matérielle de l'économie. À l'inverse, ils n'avaient pas de process. En tout cas, c'est difficile pour eux d'accueillir des jeunes du fait du process productif, mais aussi du fait de leur situation géographique, parce qu'ils sont mal desservis par des transports en commun. Et donc, on a travaillé ce sujet-là. Et donc, justement, vous avez évoqué le sujet des PFAS, comme Marie l'a fait juste avant dans sa chronique. Ça nous amène sur la question de la vallée de la chimie, avec tout un tas d'entreprises qui, on l'imagine, ne sont pas spécialement en phase avec vos aspirations politiques. Comment est-ce qu'on travaille avec ces entreprises-là, et quelle est la volonté de la métropole sur leur établissement futur ou non sur ce territoire-là ? Alors, quand on est élu local, on est en responsabilité sur un territoire. C'est-à-dire qu'on prend acte de la réalité du territoire, qu'elle nous plaise ou qu'elle nous convienne. C'est comme ça. Et ma responsabilité, celle de Bruno Bernard, c'est d'être à l'écoute et en dialogue avec tout le monde. Donc, quand on est arrivé en responsabilité, on savait de toute façon que dans la vallée de la chimie, le territoire est très pollué de base. Et 2, il y a des acteurs productifs dont, premier élément de réponse, les lieux de décision ne sont pas Saint-Fond, Pierre
Terre-Bénite, Irigny, etc. Mais les lieux de décision, au mieux, sont à Paris. Au pire, sont des fonds de pension américains ou asiatiques, pour être gentil. Donc, ces sites de production sont pilotés uniquement sur le retour sur investissement financier et pas du tout sur des objets, comme vous le décrivez très poliment, d'impact sur la question de comment j'intègre les enjeux du territoire métropole de Lyon qui a envie d'accompagner cette économie contributive et régénérative. Donc, on a regardé finement, on a 3 ETP qui travaillent au contact de l'ensemble des acteurs de la vallée de la chimie, donc les gros industriels que vous avez toutes et tous en tête, mais aussi, il faut avoir en tête qu'il y a de la PME, PMI qui est sous-traitante de ces opérateurs-là, avoir en tête que forcément, c'est un bassin de vie avec beaucoup d'emplois et une diversité d'emplois. Et donc, ces 3 ETP, avec eux, on a regardé sur quoi on peut le plus cheminer. Et donc, on a fait le choix, et ça a été rendu public l'année dernière et puis il y a quelques semaines, d'aller sur le sujet de la décarbonation et sur la question de l'eau. Donc, on n'a pas fait le choix d'aller sur, comme le disait votre collègue, la question des pollutions, puisque malheureusement, nous ne sommes pas l'État, donc nous n'avons pas tous les leviers à notre place pour aller faire appliquer très clairement le principe de pollueur-payeur. Voilà. Moralité de l'affaire, on a engagé toute une série de travaux pour faire simple, pour décarboner sur la vallée de la chimie. 1, il faut produire des ENR en autoconso, donc c'est pas très compliqué. Et 2, il faut mutualiser du process productif, en particulier sur les sujets retraitement de l'eau. Il y a un petit lien avec les perfluorés, entre autres. Donc c'est ce qu'on a engagé. On est allé chercher de l'argent public national, c'est pas un grand secret. Le programme, il s'appelle ZIBAC, Zone Industrielle Bas Carbone. Et là, on aura fait un pas, puisque vous l'avez sans doute en tête, 1/4 des gaz à effet de serre du grand territoire métropole de Lyon, c'est la vallée de la chimie. Donc, on aura abaissé un peu l'impact matériel de l'économie à cet endroit-là. Ce qui est devant nous, pour moi, et je le disais déjà en début de mandat, c'est d'anticiper les mutations. Vous l'avez peut-être vu passer hier ou avant-hier, il y a une organisation syndicale qui alerte sur éventuellement peut-être un arrêt d'activité sur ex-Solvay. Solvay a connu une mutation, donc j'ai pas retenu le nouveau nom, mais ils ont justement, pour des questions financières, coupé l'entreprise en 3 et éventuellement peut-être, je dis bien éventuellement parce que moi j'ai pas le communiqué de presse de la direction, il y aurait un arrêt de production de la vanilline. Et là, on a une responsabilité aux côtés des services déconcentrés de l'État. Il faut absolument, dès qu'il y a un arrêt de production, accompagner la mutation vers des activités utiles. On pense en particulier à des questions d'énergie renouvelable, mais aussi à des questions d'avoir des locaux pour des entreprises de l'économie circulaire, ce qu'on va faire sur la, entre guillemets, friche que nous avons sur Fézin, qui s'appelle Sougournay, qui devait accueillir un grand compte productif, mais pas très intense en emploi. Et justement, on a beaucoup entendu parler, de la part de vos opposants politiques, dire que les mesures écologistes étaient en train de tuer l'économie lyonnaise. Voilà, j'en déduis à votre tête que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et vous, justement, de l'autre côté, on a vu même Bruno Bernard annoncer plusieurs fois sur ses comptes sur les réseaux sociaux que l'économie lyonnaise ne s'était jamais aussi bien portée, qu'elle a tiré énormément d'entreprises et d'entrepreneurs et qu'elle créait de l'emploi. Qu'en est-il exactement et qu'est-ce que vous en pensez de ces critiques-là ? Alors d'abord, beaucoup d'humilité. Il ne faut pas, comme je l'ai dit il y a quelques semaines à un de vos confrères, on a une donnée en tête, enfin 2 données que je peux vous partager. Il y a 80 000 emplois industriels qui se sont créés l'année dernière sur le grand territoire métropolitain. Si on avait eu une chute de la création d'emplois industriels, on l'aurait porté, on l'aurait fait porter aux écologistes. Il y a 30 000 créations d'entreprises par an, comme tous les ans depuis quelques années. Pareil, si ce chiffre de création d'entreprises avait diminué, on aurait dit c'est de la faute des écologistes. Quand j'ai commencé en disant il faut être humble, c'est un contexte social, j'ai envie de dire mondial, européen, français, territorial. C'est un cadre de vie. Pour le coup, il y a quand même un sujet cadre de vie, mais dans le cadre de vie, il y a le logement, par exemple, qui participe à une dynamique économique, parce que faut jamais oublier que créer son entreprise ou décider de pivoter faire pivoter son modèle d'affaires, c'est d'abord et avant tout des hommes et des femmes et des organisations
qui ont une bonne santé mentale et qui sont capables d'exposer leur envie d'agir à un pool bancaire et à des élus en disant, par exemple, je vais vous donner des cas d'usage, ok, moi j'ai envie de m'agrandir, mais Emeline, là, en fait, ce serait vraiment bien que vous refassiez le trottoir entre l'arrêt de tram et ici, parce que mes salariés, tu comprends, ils peuvent pas venir à pied tranquillement, ils risquent de se faire renverser. Ça, c'est la réalité concrète des zones d'activité économique. Donc quand éventuellement des opposants utilisent un palmarès lié à l'attractivité ou je ne sais quelle autre donnée, j'ai envie de dire, soyons humbles, parce que ce qui compte, c'est l'envie d'agir des personnes et l'envie de pivoter. 2, j'ai en pleine conscience que ce qui fait le bien-être des hommes et des familles compris qui travaillent et qui entreprennent, c'est le cadre de vie. Donc c'est ce que portent mes collègues Fabien Bergnon, Jean-Charles Collas, Béatrice Vessillier, Pierre Athanase, etc. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Les 2 gros leviers pour être bien, c'est le logement et ensuite la mobilité, quand vous demandez aux organisations syndicales et à des salariés. 3e sujet, il y a être présent dans les réseaux, c'est-à-dire être à l'écoute des filières, mais aussi être à l'écoute effectivement des besoins d'entreprise. Moi, à titre personnel, je vois à peu près 2500 entreprises en vrai, pas en visio, mais en vrai sur le terrain par an. Bon, c'est une façon aussi d'être à l'écoute du territoire et de dire, voilà, on va adapter nos politiques publiques, nos éco-incitations et nos accompagnements à vos vrais besoins. Je pourrais avoir un avis personnel, Emeline Baume, en tant que vieille militante écologiste ou en tant que personne qui a fait des études de sciences éco, mais je m'adapte au réel pour toujours tenir mes 3 impacts. Donc j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, les indicateurs quantitatifs, ils ne disent pas qu'on va vers un arrêt de l'économie, et les indicateurs sensibles, j'ai envie de dire, ils disent plutôt qu'on accompagne la transformation du territoire. Après, rendez-vous en 2026, passage obligé au regard de la démocratie. Effectivement. Mais justement, ces indicateurs sensibles, ou plutôt qualitatifs, qu'est-ce qu'ils disent du renouvellement peut-être des formes d'entrepreneuriat, des formes d'entreprise, des formes d'emploi? Est-ce que c'est toujours le même type d'entreprise qui viennent s'installer, ou est-ce qu'on voit une évolution depuis quelques années? Non, ça bouge depuis quelques années. Alors, il y a eu plusieurs signaux. D'abord, il y a la loi Hamon qui date, mais de 2014, mais qui a donner vraiment toutes ces lettres de noblesse à l'économie sociale et solidaire avec le label ESUS, donc la question de l'utilité sociale. Et ça a envoyé des signaux en particulier à des jeunes qui voulaient entreprendre autrement pour répartir avec justesse la valeur dans leur organisation. Je pense que c'est une première chose. 2e chose, parce qu'il faut quand même rendre à la réglementation tout son poids, la fameuse loi pour une économie circulaire et la lutte contre toutes les formes de gaspillage, dont tous les décrets ne sont pas sortis et elle n'est pas parfaite. Mais pareil, elle a mis au cœur du débat public jadis, et je l'avais beaucoup suivi, la question de l'économie circulaire, et elle a renforcé certaines et certains qu'on retrouve dans l'urbanisme transitoire. Je pense en particulier à toutes les jeunes entreprises qui sont aux ateliers brillants à Saint-Priest. Elles seraient sans doute pas là s'il n'y avait pas eu la loi AGEC. Voilà. Ensuite, moi, ce que je vois arriver, entre autres, par la DERLI, l'objet de la DERLI, c'est entre autres de regarder ce qui se passe ailleurs en termes d'innovation sociale, d'innovation coopérative, et de nous le pousser et de nous dire non pas dupliquer bêtement, mais dire tiens, il y a ça qui a fonctionné vers Toulouse, vers Bordeaux pour répondre à un besoin non couvert. Est-ce qu'il n'y a pas des porteurs de projets dans un programme qu'on appelle les boucles? On a créé un programme entrepreneurial à destination de celles et ceux qui veulent entreprendre en économie circulaire. Moi, ce que je ressens, c'est que le programme des boucles, on en est à la 3e promotion et ça trouve son public. Les incubateurs sociaux, Alter Incube, Rhône-Alpia, mais pas que, Ticket for Change, Sport dans la ville, trouvent leur public. Et moi, la seule question que je me pose, c'est une question de transmission. En fait, on est sur un bassin de vie où il y a énormément de PME et PMI avec des entrepreneurs qui, dans 5 ans, 10 ans, vont transmettre leur outil de travail. Et donc, comment plus et mieux les accompagner sur le pivot, mais aussi sur la transmission, pourquoi pas sous forme de scope. Et ça, c'est ce qui est devant nous. Et on a un sujet d'ajustement au regard de l'application de la loi retraite. Donc moi, j'ai envie de dire, il y a bien 20% de l'économie qui est sous un autre format, une autre façon de répartir la valeur, et il y a bien 20% de notre économie qui est dans ces logiques d'abaissement de l'empreinte matérielle de l'économie, en particulier d'économie circulaire. Et vous devancez ma question. Vous parlez beaucoup d'économie circulaire, moi j'aimerais bien parler également d'économie sociale et solidaire, sur les autres façons de générer de la valeur. Comment est-ce que vous et la métropole se situent sur cette opposition entre économie dite conventionnelle et économie sociale et solidaire? Comment est-ce que vous accompagnez ces entreprises-là, et est-ce qu'il y a un intérêt pour vous à soutenir ces formes d'économie et donc de création de valeur alternative?
Alors, le premier intérêt à soutenir cette économie-là, c'est parce qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes et des personnes en reconversion professionnelle qui vont vers ces formes-là d'entrepreneuriat parce qu'elles sont convaincues, moi je le suis à titre personnel aussi, que c'est la meilleure façon de répartir la valeur. Les statuts garantissent une juste répartition de la valeur, en particulier dans les coopératives et les SIC. Voilà. Il y a un sujet sur les associations, mais voilà. Donc, en tant qu'élu, en responsabilité, à l'écoute des hommes et des femmes qui veulent entreprendre sur le territoire, la première réponse, c'est il y a à peu près 10% des gens qui entreprennent sur le territoire sous statut ESS. On se doit de les accompagner. Et donc, on a les pépinières et les facilitateurs et les incubateurs. Et derrière, en général, soit l'urbanisme transitoire, soit, comme vous l'avez dit, ce travail qu'on a fait pour avoir du tertiaire abordable à Confluence. Après, la deuxième réponse, c'est il se trouve, ne jamais oublier que la métropole de Lyon, c'est un département qui porte de très fortes compétences sociales. Donc, pour l'accompagnement du vieillissement de la population, l'accompagnement des enfants, des jeunes, des hommes et des femmes en situation de handicap temporaire ou permanent, l'accompagnement de toutes les formes de précarité, celles et ceux qui sont en parcours d'insertion professionnelle. Or, les structures d'insertion par l'activité économique, ce sont des organisations de l'ESS. Or, les structures de maintien à domicile, ce sont des organisations de l'ESS, de vieilles organisations de l'ESS au sens historique, qui vivent des mutations très fortes et qui ont besoin d'être accompagnées. Donc, on se doit, en tant que département, d'entretenir la prospérité de ces organisations pour qu'elles tiennent leur rôle social. Je tiens à dire ici qu'il y a le congrès national de l'UNIOPS, de toutes ces organisations-là, qui a lieu début avril à la métropole de Lyon. C'est pas pour rien. Troisième sujet, je pense à des dynamiques territoriales du type territoire zéro chômeur de longue durée. Qui rencontre vraiment son public. Pourquoi ? Parce que c'est de l'hyper-proximité. Voilà, c'est en hyper-proximité, c'est en bas de chez moi, il y a une dynamique. Les femmes, parce que ce sont souvent les femmes qui rentrent dans ces dynamiques-là, peut-être que demain, elles auront envie de créer leur structure et souvent, elles passeront par ce qu'on appelle des coopératives d'activité et d'emploi qui permettent d'entreprendre en collectif et pas tout seul. Donc, je suis en train de dire que voilà, c'est pas... Il y a bien sûr qu'il y a un parti pris politique vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais d'abord, écouter et deux, se dire que ces formes-là d'entrepreneuriat, elles répondent à des besoins sociaux intenses et elles sont garantes d'une juste répartition de la valeur. Donc, go.